depuis le paléolithique supérieur et très certainement dès le néolithique, l'homme a travaillé notamment ce qu'on a appelé le textile en armure cordée. Le textile en armure cordée, eh bien, c'est tout simplement l'écorce de l'arbre, et notamment le tilleul. Ça a été très certainement la première matière végétale à être travaillée par l'homme. Va arriver ensuite eh bien, le lin, le chanvre et d'autres matières végétales. Et puis très très vite, c'est le mouton qui va supplanter tout cela. Alors le mouton, lui, il arrive chez nous à peu près à moins 4000. Il est beaucoup plus ancien en Mésopotamie, puisque là-bas, il est à peu près à moins 10 000. Et donc le mouton va changer la donne, et c'est vraiment au moment, je dirais, de la sédentarisation, où on va commencer à élever donc, le mouton, et on va avoir bien entendu de la matière animale en abondance par rapport au végétal qu'il fallait aller, donc, je dirais, ramasser, qu'il fallait traiter, qu'il fallait transformer. Et donc là, le mouton, c'est véritablement, entre guillemets, une petite révolution déjà, au niveau de la quantité de fibres. Et donc c'est pour ça que le mouton, d'ailleurs, va supplanter petit à petit, au cours de quelques millénaires, eh bien, les matières végétales, qu'on va retrouver quand même plus tard dans l'industrie textile, mais toujours d'une façon plutôt raisonnée, alors que la laine va être le produit phare de l'industrie textile au XIIe et au XIIIe siècle. Donc voilà pour les fibres, pour l'histoire des fibres rapidement. Au XIIe et XIIIe siècle, la laine qui est travaillée, généralement, elle va être filée. Alors je ne vais pas parler des étapes de transformation de la laine, ça serait trop long, mais lorsqu'on arrive à une laine qui a été soit peignée, soit cardée, eh bien maintenant il faut fabriquer un fil. Et comment travaille-t-on au Moyen-Âge? Eh bien on va travailler principalement avec un outil qui s'appelle le fuseau et la fusaïole. Outil très ancien, puisqu'il date du néolithique à moins 4000, et on le retrouve donc déjà en place à cette époque-là, et lui va permettre de fabriquer un fil. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la fileuse au Moyen-Âge, c'est un corps spécialisé, véritablement, c'est une professionnelle, et d'ailleurs, nous verrons que les fileuses qui filent la laine peignée, eh bien, on a un autre corps, les fileuses qui filent la laine cardée. C'est vraiment totalement séparé, c'est pas la même rétribution, c'est pas la même qualité de laine qu'on va travailler. La laine peignée, c'est de la fibre longue, qui est toujours filée au fuseau en torsion Z, à la quenouille, fuseau-quenouille. La laine cardée, c'est de la laine courte, qui est filée au fuseau également, en torsion S. Par contre, lorsque la roue à filer va arriver, alors la roue à filer, c'est l'innovation technique, changement technique, c'est 12e à peu près, début 13e, eh bien la roue à filer va servir à filer beaucoup plus vite, mais on ne va filer à la roue à filer que la laine cardée, courte, et toujours en torsion S. Ça, c'est l'évolution. Et puis, il va arriver encore un petit peu plus tard, ce qu'on va appeler le rouet à fuseau ailette, qui lui va franchir un pas supplémentaire, puisque là, pour la première fois, la fileuse a les deux mains totalement libres, elle actionne les roues avec ses pieds, elle va très très vite, et là, donc, ça va être déjà une période où on est déjà dans ce qu'on va appeler une industrie, un prototype de grande industrie qui est déjà en place depuis le début du XIIIe siècle. Voilà pour l'évolution de la fabrication du fil. Fuseau avec donc fusaïole et quenouille, roue à filer et ensuite rouet à fuseau ailette. Maintenant, si on veut passer le fil, c'est-à-dire le transformer en tissu, eh bien là, on peut suivre également l'évolution. On voit que bien avant le néolithique, le métier à tisser originel, on pense aujourd'hui que c'était deux types de métiers, ce qu'on appelait le métier horizontal, tendu au sol avec 4 piquets, qui étaient, on pouvait faire des longueurs assez grandes, on pouvait faire des largeurs également assez grandes, mais dans ces cas-là, il faut travailler à 2 tisserands avec des grandes navettes. Et puis on avait l'autre petit métier, le métier horizontal à ceinture, qu'on pourra présenter tout à l'heure, qui est ce qu'on peut appeler le métier nomade, c'est-à-dire que lui, on peut le transporter partout et on peut tisser partout. On peut tisser en extérieur, en intérieur, au sol, etc. C'est vraiment très certainement les deux métiers originaux de la première heure, puisque on pense qu'ils existaient déjà en Mésopotamie aux alentours de moins 8000 ou moins 9000. Donc c'est vraiment important. Et puis après va arriver, lorsque le mouton se met en place, on a le métier vertical à peson, à poids, qui est véritablement le métier pour travailler la laine. On pourra tisser d'autres matières avec ce métier-là, mais c'est vraiment le métier spécifique de la laine. Et lui, eh bien, c'est une grande innovation technologique, puisque là, on va pouvoir tisser quand même des tissus assez larges et assez longs. Et c'est un métier qu'on va retrouver tout au long de l'histoire.
Alors c'est vraiment le métier vertical à poids, c'est le métier de la sédentarisation. C'est-à-dire que là, on travaille chez soi, à l'intérieur. Généralement, il est appuyé contre un mur. On a des poids calibrés, cuits souvent chez le potier, et on peut travailler donc à son rythme. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que le filage et le tissage, il suit dès le néolithique les cycles agraires. C'est-à-dire qu'on va filer et tisser plutôt l'hiver. L'été, ben, on va être au champ, on va préparer la terre, enfin l'automne, bon, on connaît. Donc, on est vraiment dans un système de cycle agraire, on suit véritablement cela. Donc, il y a la tonte de mouton à une certaine période, et ensuite, on va travailler cette laine plutôt donc ces périodes hivernales. Le métier vertical à poids, on le retrouve ensuite dans toutes les grandes traditions. On le retrouve aussi bien dans l'Antiquité, chez les Romains, chez les Gaulois, etc. On le retrouve même encore au XVIIe, XVIIIe chez les Scandinaves. Et ce métier-là va être par contre chez nous supplanté rapidement à partir de la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle avec un autre métier qui va arriver en même temps que la roue à filer. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le métier horizontal à marche ou à pédale. Et là, c'est véritablement un prototype de grande industrie qui se met en place puisque c'est un métier totalement nouveau. On a deux ou trois grandes innovations par rapport à ce métier. C'est d'abord ce qu'on appelle l'ensouple avant, l'ensouple arrière, le jeu de pédale qui permet d'ouvrir l'hélice, ouvrir la foule d'hélices sans avoir à intervenir avec les mains. Ça, c'est vraiment une grande révolution. Le banc sur lequel est assise la tisserande. Et puis ensuite, on a ce grand peigne en roseau qui sert à tasser le fil de trame. Et là, pour la première fois, on a deux types de métiers. On a ce qu'on appelle le métier étroit, un tisserand, et puis le métier large, deux tisserands. C'est une révolution technologique. Pourquoi? Parce que ce métier-là va travailler à peu près 10 fois plus vite que le métier vertical à poids. Et surtout, pour la première fois dans l'histoire du textile, on va pouvoir fabriquer des longueurs et des largeurs qui étaient jusque-là inimaginables. Sur le métier large, à deux tisserands, on peut aller jusqu'à 30 mètres de long et on peut aller jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de large en largeur de peigne. Donc c'est une vraie révolution. Et là, on a ce qu'on va appeler l'industrie textile qui se met véritablement en place. C'est la naissance des corporations, des confréries, avec donc, qui dit cela? Eh bien dit donc des ordonnances, réglementations, contrôle, et on va être dans ce qu'on va appeler la draperie classique, c'est-à-dire des produits, je ne vais pas dire de luxe, mais quand même d'un grand niveau de qualité, puisqu'on a différentes qualités, et en même temps, cette naissance de confréries, on va avoir ces réglementations et ces contrôles qui vont se poser. Donc voilà la naissance de la draperie classique, qui se pose donc au début du XIIIe siècle. Ça n'empêche qu'en parallèle, on a deux autres circuits au Moyen-Âge, qui sont le circuit parallèle, justement, qui lui n'est ni réglementé ni contrôlé, on fait un petit peu ce qu'on veut, et ensuite le circuit à usage domestique. On va fabriquer soi-même. Et là, ce n'est pas contrôlé. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quand même que dans ces trois circuits-là, eh bien, on ne jette rien, on recycle tout. Il n'y a pas de déchets. Tous les déchets de laine, que ce soit les déchets de tonte, les déchets de filature, les déchets de transformation, eh bien, on va les garder, on va les recycler, les réutiliser. C'est pour ça que là, le Moyen-Âge a vraiment des grandes leçons d'écologie à nous donner. Et puis la laine, on la lave simplement à l'eau chaude, sans produits, sans détergent. Donc là aussi, on a véritablement des leçons à prendre. Voilà mon petit panier plein de fuseaux. Je vais vous montrer quelques-unes. Voilà. Quand on parle de fuseau, on parle d'un petit morceau de bois avec un poids qui s'appelle la fusaïole. Ça peut être des fusaïoles amovibles. Voilà, on peut les enlever. Là, il y a le petit clou. Et j'ai aussi des fuseaux où il y a la fusaïole qu'on ne peut pas enlever. Il est inclus dans le fuseau. Comme vous voyez ici, on ne peut pas l'enlever. Des fois, ils sont plus longs, ils sont plus courts. Chacun a son fuseau. Et j'ai quelques fusaïoles, parce que là, je les ai montrés, ils sont en bois. Ils peuvent aussi être en voilà, terre cuite. J'ai du fer et du plomb. Voilà. Ça dépend ce qu'on a autour de soi, dans quelle région on est, à quelle époque on est. Tout des fusaïoles. Et ça sert à quoi? Ben, c'est la fusaïole qui va faire tourner le fuseau. Je vais vous montrer les gestes. Ça fait penser à un toupie. On fait tourner la toupie. Voilà. Donc, on utilise la matière qui est lavée, qui est cardée, et on fait tourner la fusaïole. Voilà, on voit le geste.
Et on fait le fil à partir de ce petit nuage de laine qu'on a lavé et cardé. Il faut que ça tourne. Dès que ça s'arrête de tourner, le fil se défait. Voilà. Richard a parlé de la quenouille. Et la quenouille, c'est pour mettre la réserve de la laine. C'est un bâton, parce que les fileuses, elles filaient toute la journée. On va emmener le fuseau quand on sort de la maison pour garder les animaux. Et voilà le bâton où on peut mettre la réserve de la laine, la quenouille. C'est un bâton de noisetier à 4 branches. On va enrouler la matière. Et comme ça, la fileuse, elle quitte la maison le matin et elle peut filer toute la journée. Bon, là, vous avez vu, j'ai un mouton marron. Là, j'ai la quenouille pleine de laine blanche. Et on va filer pendant qu'on marche. Le soir, la quenouille va être vide et le fuseau va être plein. Voilà, fuseau et quenouille, 2 outils qui vont ensemble. Je vais aller vers la roue à filer maintenant pour vous montrer le geste. Donc la roue à filer, où on a mis le fuseau horizontal et je vais tourner la manivelle pour faire le fil comme ça. Là aussi, il faut le rebobiner comme le fuseau et recommencer. Maintenant, je vais montrer la roue à filer. Voilà. Là, c'est le pied qui fait tourner la roue. J'ai tout de suite la bobine, donc je ne dois pas embobiner. Je m'arrête de temps en temps juste pour changer les petits crochets. Comme ça, la bobine s'embobine pas toujours au même endroit. Et je continue. C'est la fileuse qui décide si elle fait un fil fin, régulier ou irrégulier. J'arrive à la fin, je mets un nouveau petit morceau de laine. On ne fait jamais de nœud quand on file. On le met juste dessus et on repart. Même si ça casse, on répare le fil sans faire de nœud. Et le petit secret, si on met ça sous un microscope, on ne le voit pas à l'œil nu. C'est plein de petits crochets, des écailles. Donc le fait qu'il y a quelque chose qui tourne, le fil s'encroche, ça se raccroche et on peut faire le fil. Voilà. Voilà. Le textile, eh bien, il suit l'être humain de sa naissance à sa mort. Au moment de la naissance, eh bien, ce sont les langes qui vont servir donc à langer le nourrisson, évidemment. Et puis, au moment de la mort, c'est le linceul. Entre les langes et le linceul, eh bien, il y a aussi toute notre vie d'homme ou de femme où on va porter des vêtements pour se protéger de la pluie, du froid, du soleil. Donc, véritablement, le textile, c'est un facteur important dans la vie d'un être humain ou d'une être humaine. Donc, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de vital. Et cette tradition, elle remonte depuis fort longtemps, puisqu'on voit que l'homme s'est toujours habillé, a toujours porté, même si au départ on a parlé du textile en armure cordée, ensuite on va avoir le textile en armure tissée, ensuite on va travailler les matières végétales, et puis ensuite les matières animales. On voit bien que toutes les fibres, on l'a dit tout à l'heure, on a pu les utiliser pour fabriquer des vêtements, mais aussi des chapeaux, des capes, voire même des sandales, etc. L'homme va utiliser ce qu'il a dans son environnement. Donc, en fonction du terroir ou du pays dans lequel on habite, eh bien, on va utiliser ce qu'on a sous la main, au niveau aussi bien des fibres végétales que des fibres animales. Nous, chez nous, on parle du mouton au XIIe et XIIIe siècle, mais si on va en Orient, ça va être le dromadaire ou le chameau, par exemple. Ça va être aussi le mouton, bien entendu, mais on trouve aussi beaucoup de dromadaires et de chameaux. Donc, on voit bien qu'effectivement, on va prendre, on vit, on fait corps avec son environnement,
Et surtout, ça a été le moment clé quand même, c'est la période néolithique, la sédentarisation, c'est-à-dire l'homme va s'approprier un territoire, il va construire des villages, il va commencer à maîtriser la poterie, il va maîtriser justement le tissage. Ça vient de loin, parce que cette sagesse chez nous, dans ce qu'on va appeler l'Europe occidentale, elle arrive très certainement aujourd'hui, on le sait, elle arrive plutôt d'Anatolie ou de Mésopotamie, puisque là-bas, la filière laine, elle est bien avant, elle arrive bien avant que chez nous, puisque la période tissage-filage en Mésopotamie, c'est à peu près moins 12 000, et déjà moins 10 000, on a déjà une filière laine qui fonctionne. Chez nous, ça va être plutôt moins 5 000 ou moins 4 000. Donc on a véritablement une transmission de techniques, mais je vais même plus loin, de savoir-faire. Et on voit bien que ça va suivre l'humain tout le temps, à toutes les périodes de l'humanité. Le textile, c'est important. Et en même temps, l'homme, il va toujours essayer de transformer. Alors malheureusement, ça c'est le côté peut-être un petit peu négatif, c'est de toujours aller plus vite, produire plus vite, et puis très vite va arriver à l'esprit, si on produit plus vite, c'est pour vendre moins cher. Et on voit bien que c'est déjà en place au XIIe et XIIIe siècle. Ça n'empêche que derrière, il y a une relation particulière avec l'environnement, avec les plantes, avec l'animal, et donc, oui, je pense, une sagesse aussi de fabrication, puisqu'on voit bien que là, on peut rajouter, puisqu'on parle de sagesse, eh bien allons-y, la symbolique du tissage. Et on voit que la symbolique du tissage, c'est très très intéressant, elle est très développée en Mésopotamie, il y a une forte symbolique du tissage et du filage, et on la retrouve, comme par hasard, pratiquement partout, dans toutes les régions du monde. Et c'est pratiquement souvent la même symbolique. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est commun, cette humanité, au travers aussi bien du savoir que cette symbolique, c'est-à-dire le lien qu'on a avec l'environnement, avec les plantes, avec l'animal, et je dirais même le lien spirituel qu'on peut avoir avec ces choses-là. J'ai parlé d'un moment clé dans l'humanité, c'est le néolithique. C'est-à-dire que avant, au paléolithique supérieur et aux autres époques, eh bien on voit que l'homme qui est cueilleur-chasseur, il bouge. C'est un nomade. C'est un nomade. Et la période néolithique, c'est vraiment le moment clé. Pourquoi? Parce que l'homme, il va s'ancrer, tu l'as dit tout à l'heure, sur un territoire, c'est la verticalité, il s'ancre. Et là, c'est à partir de là, d'ailleurs on voit bien qu'il a une relation particulière avec ce qu'il va appeler la terre-mère, et qui se retrouve aussi bien dans le travail de la poterie, que dans la domestication des animaux, que dans le filage et le tissage. Et cette verticalité, ça lui permet d'avoir un rapport beaucoup plus profond avec la terre et de pouvoir être ce que je vais appeler le médiateur entre la terre et le ciel, véritablement. Et c'est véritablement pour moi le néolithique, ce grand moment de l'humanité, de ce grand changement. C'est aussi la création évidemment des villages, mais aussi ensuite eh bien, toute l'organisation sociale qui va être là, économique et spirituelle. C'est aussi la naissance, même si on sait que les chasseurs-cueilleurs déjà pratiquaient les rites funéraires, mais là ça va s'accentuer avec le néolithique. On va avoir aussi les cimetières qui vont être créés, on va avoir plein de choses qui vont se rapprocher. Et donc c'est véritablement, oui, un moment important pour l'homme. J'aime bien ce mot, cette verticalité de s'ancrer. Et on retrouve d'ailleurs le métier vertical à poids, qui arrive à ce moment-là. On était avant avec les deux métiers horizontaux, tendus au sol, qui pouvaient être pour le petit le métier nomade, sur lequel on pouvait se déplacer avec. Et puis le métier vertical, on voit bien que celui-ci, le métier vertical à poids, il est où? Il est dans les maisons. Il est dans l'âtre. Et d'ailleurs, c'est un symbole, puisqu'on sait que dans certaines grandes traditions, au moment du mariage, on présentait le métier, on se présentait devant le métier, c'était un moment clé, le mariage. Quand on va couper le tissu, c'est un grand moment, par exemple chez les Berbères, où on faisait une véritable fête, parce que le tissu tombait du métier à tisser. Donc ça va suivre ces cycles agraires, mais en même temps, eh bien, le fait que les hommes se sont stabilisés, et ils peuvent avoir une relation particulière avec la terre-mère, puisque là, il y a une certaine sécurité qui va naître. Aujourd'hui, c'est très intéressant, parce que tout ça se rejoint. Aujourd'hui, les chercheurs et les historiens disent que on peut parler de véritable tissage quand on a un cadre en bois, un fil de chaîne tendu, un fil de trame qu'on passe. Mais il faut bien qu'on ait le cadre en bois. Ça ne veut pas dire qu'avant, c'est pas du tissage, mais là, on est véritablement dans le tissage. Donc, on a bien ce cadre, cette structure. On associe le catharisme au tissage.
Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, nous savons que dans le clergé cathare, la règle, c'était le travail. C'est-à-dire c'est une église qui vit du fruit de son travail, donc c'est une église qui ne prélève pas d'impôts, pas de dîmes, qui montre l'exemple. Hein. Et au moment où on recevait le fameux consolamentum en tant que sacrement d'ordination pour devenir moine ou monial, faire partie de ce clergé, eh bien la règle c'était, si tu veux manger, tu dois travailler. Donc les cathares ont exercé tous les métiers manuels possibles. Mais nous savons qu'ils ont eu une préférence pour les métiers du textile. On retrouve beaucoup de cathares qui sont tisserands, tisserandes, fileurs, fileuses, tailleurs, couturiers. Et dans les ateliers, il suffit de lire les procès-verbaux de l'Inquisition, on voit que beaucoup de gens font l'apprentissage dans ces maisons de parfaits et de parfaites, où évidemment on travaille toutes ces matières. Alors il y a plusieurs raisons, c'est parce que évidemment on voit bien qu'on suit la règle de Paul, qui était lui-même un tisserand, qui fabriquait des toiles de tente, et puis aussi ça permet parfois d'aller travailler à façon la matière première chez les gens, donc c'est une bonne façon d'évangéliser, de faire de la prédication. Et puis si on va dans un domaine un peu plus subtil, eh bien on voit bien que on pourrait retrouver des analogies, on pourrait penser que les cathares qui avaient quand même une démarche très forte au niveau de la gnose, qui étaient des véritables gnostiques, donc qui étaient là pour travailler sur eux-mêmes, transformer cette humanité de l'intérieur, eh bien on peut faire rapidement une analogie en montrant que lorsque on va pratiquer le tissage, eh bien on va pouvoir tisser son vêtement de lumière, symboliquement, pour faire le salut de son âme. Donc on voit bien qu'on pourrait ramener cette dimension. Je ne dis pas qu'on en a la preuve historique de cela, mais on peut faire facilement comment dire, un lien avec cette façon-là. Donc je pense, et je ne suis pas le seul, hein, il y a un tisserand professionnel, monsieur qui est mort déjà il y a quelques années, qui avait fait toute une étude sur le tissage dans toutes les régions du monde. C'est-à-dire il a rencontré les Dogons, il a rencontré les Berbères, il a été en Afrique, et il était originaire de cette région ici, il est venu travailler ici, et il a beaucoup parlé des cathares, et lui il montrait comment justement, eh bien, les cathares avaient ce lien par rapport au tissage, parce que justement il y a aussi cette symbolique derrière, et qu'on retrouve d'ailleurs pas que chez les cathares, on la retrouve dans toutes les civilisations. Le fait que le fil de chêne, il nous relie aussi à l'univers, et que le fil de trame, c'est le fil de la vie qu'on va passer, et donc on peut y mettre une symbolique très très forte. En même temps, c'est quand même des matières qui viennent de la terre, qui viennent de l'animal, on a ce lien presque sacré avec ces choses-là. On retrouve bien cette espèce de hiérarchie au niveau du vêtement en fonction du rang social. Intéressant aussi chez les cathares, c'est qu'au moment où on va prononcer ces vœux, qu'on va recevoir ce consolamentum, baptême d'ordination, devenir un vrai moine et monial, on prend l'habit. On va avoir un habit particulier. On sait que les cathares étaient habillés plutôt en foncé, soit du noir, soit du brun foncé, et c'est l'habit, la tenue de moine. Donc cet habit représente aussi une règle, moine régulier, moine séculier, donc il est lié aussi au statut, au changement de statut. On reconnaît les parfaits, les parfaites, on sait, grâce à leur habit, que ce sont des moines ou des moniales. Et on retrouve ça après dans tous les rangs sociaux, puisqu'on voit bien que les nobles, même les évêques, les archevêques, ont des couleurs particulières pour eux, qui va leur donner véritablement cette spécificité qui appartient à leur rang, et puis les nobles également, et puis les artisans, les commerçants, les artisans, et puis les paysans. Et on voit bien que les paysans, eux, n'ont pas accès, sauf quelques couleurs qui leur sont réservées, mais pas à d'autres couleurs. Et puis après, on a aussi la teinture, évidemment. Si on parle de la teinture qui est un corps spécialisé au Moyen-Âge, un vêtement teint, ça coûte beaucoup d'argent, et donc c'est réservé à une certaine élite. Ça ne veut pas dire que le petit paysan ne pourra pas avoir un vêtement teint, mais il va se le teindre lui-même avec les moyens du bord, avec ce qu'il a autour de lui. Mais dans la teinture spécialisée, dans la draperie classique, c'est un vrai corps. Et là, ça coûte beaucoup d'argent, et c'est plutôt réservé à la noblesse, parfois à des commerçants ou des artisans un peu aisés. Aujourd'hui, quand même, encore dans l'industrie textile de haut niveau, on sait ce que c'est qu'une torsion Z et une torsion S. Hein. Alors, il faut être du métier, évidemment, mais on sait ce que c'est. Alors, la torsion Z, c'est simple, c'est quand la fileuse tient son fuseau, eh bien, elle va le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre,
Et là, en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, elle fait un fil en torsion Z. Pourquoi? Parce que la barre médiane du Z, elle part bien vers la droite, et le Z, quand tu fais ça pour le faire. Tu pars vers la droite. Donc, fil en torsion Z. Maintenant, la fileuse, on peut lui demander, et on lui demandera au Moyen-Âge, de faire aussi un fil en torsion S, ce fil de trame, en laine cardée. Et bien là, elle va tourner le fuseau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et là, elle fera un fil en torsion S, parce que le S, tu pars bien vers la gauche, et la barre médiane part vers la gauche. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la laine peignée torsion Z, la laine cardée torsion S, et que sur le métier à tisser, qu'est-ce qu'on fait? On va marier les deux. Le fil de chaîne, c'est toujours de la laine peignée en torsion Z, le fil de trame, c'est toujours de la laine cardée en torsion S. On marie les deux torsions, meilleure résistance du tissu qui va subir des après qu'on va anoblir, donc ça donne un tissu bien plus solide, et c'est quand même, je trouve que c'est... au niveau de l'expérience et au niveau de l'observation, c'est extraordinaire d'avoir compris ça, de mélanger ces deux torsions ensemble. Au XIIIe siècle, la réglementation, on a les textes sur Toulouse 1227, on en a même avant à Montpellier, fin XIIe, qui disent clairement que la fileuse qui file la laine peignée, elle la filera en torsion Z, et que cette laine sera toujours mise en fil de chaîne sur le métier à tisser. Et la fileuse qui file la laine cardée en torsion S, c'est pour le fil de trame, et lui, il sera mis pour le fil de trame, ce fil-là, sur le métier à tisser. Donc, ça, c'est codifié, c'est réglementé, on ne peut pas faire autrement. Ça va changer. Après, ça va changer à partir du 14e ou du 15e, où il y a des petits malins qui vont vite se rendre compte que si on faisait un tissu tout en fil de trame-trame, ce qu'on appelle trame-trame en torsion S, on va produire plus vite et on va vendre moins cher. Mais on n'aura plus du tout la même qualité. Voilà. Mais ça va se faire. On voit bien que le problème, c'est que on est dans des univers où on maîtrise une qualité, on maîtrise, comme tu disais tout à l'heure, une sagesse, un rapport à la terre, etc. Et puis, très vite, avec l'innovation, avec les nouvelles technologies, eh bien, on a toujours dans l'idée quand même de produire toujours un peu plus vite pour vendre moins cher. Et là, on va commencer à perdre de cette qualité, donc forcément de cette sagesse, forcément de cette connaissance, parce que, et on voit aujourd'hui, on en a le résultat aujourd'hui. Si on veut reporter à notre époque, quand on voit tout ce qu'on produit, tous nos produits manufacturés, alors si on parle du textile, c'est véritablement là, on marche presque sur la tête.